vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, merci Marine de m'avoir invitée sur ton podcast. Un grand honneur pour moi d'être sur ton podcast aujourd'hui. Je sais qu'on va parler de plein de choses très très intéressantes, donc j'ai trop hâte. On va parler essentiellement du coup de lancement, d'Evergreen. Probablement que vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Mais avant même d'attaquer le sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment tu t'es lancé et aujourd'hui, quel est ton parcours dans l'entrepreneuriat? Ça marche. Alors bon, bah, moi, vous avez compris, je m'appelle Julie. Je suis stratège lancement. Alors un terme francophone, mais qui vient du terme anglophone launch strategist, chez La Vie en Evergreen que j'ai créé en février 2021. Et j'aide les créatrices, les créateurs s'ils veulent aussi, de programmes en ligne à créer leur stratégie de lancement de A à Z pour exploser les ventes de leurs programmes en ligne. Et je suis arrivée dans cette thématique un petit peu, pas par hasard, mais bon, j'ai commencé par de la prestation de service puisque je faisais du soutien, du support lancement clé en main en fait. Je m'occupais de toute la partie tech pour les infopreneurs et très vite, je me suis rendu compte que ce qui me faisait plus kiffer, c'était la stratégie que la technique. Donc j'ai fait le switch et j'adore ça. Et du coup, tu peux juste rapidement nous expliquer quelle est la différence entre une stratégie lancement et une stratégie evergreen? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de confusion par rapport à ces deux pans, alors que au final, c'est quand même assez différent. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu la vision de chacun de ces approches? Ça marche. Donc, l'approche Evergreen, on va commencer par ça. La vente en Evergreen, c'est un mode de vente, un système de vente de son programme. Donc, l'Evergreen, c'est de pouvoir mettre à disposition de ta cible toute l'année, finalement, sans limite dans le temps, la possibilité d'acheter ton programme. Donc, on peut intégrer ton programme de janvier à décembre. Il n'y a pas ce truc où il y a de l'urgence pour passer à l'action, tout ça. Donc, ça, c'est la vente en Evergreen. Le lancement, en revanche, est beaucoup plus time sensitive. Je suis déjà désolée d'avance, je fais beaucoup de franglish, hein. Mais c'est vraiment, il y a cette urgence finalement à prioriser l'acte d'achat. Et attention, c'est pas un truc où on est là en train de tordre le bras à quelqu'un. On fait tout pour que sa décision soit informée au préalable. Mais il y a vraiment ce côté, ben, j'ouvre les portes, je ferme les portes. Tu as un laps de temps pour passer à l'action ou non. On n'est pas obligé, mais voilà. Et c'est pour ça que ça s'appelle un live launch, parce que dans le temps, c'est limité. C'est un lancement aussi qu'on appelle orchestré, hein, parce qu'il y a tout un tas de petites étapes comme ça qui rythment la sortie de ton programme et qui en fait finalement un grand événement pour ta communauté. Du coup, tu parlais d'étapes. Euh, Est-ce qu'il y Oui. a vraiment des points clés que les gens doivent savoir quand on pense à une stratégie de lancement? Est-ce que vraiment pour toi, il y a des incontournables qu'il faut impérativement mettre en place ou c'est un peu chacun, il va de sa stratégie, de son machin, de son truc? Il y a vraiment un pas à pas, je dirais, à suivre. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu, du coup, ces étapes clés qui sont indispensables Oui. pour justement réussir son lancement? Absolument. Alors, pour moi, un lancement, ce qui fait le succès d'un lancement, c'est déjà le pré-lancement. Et pour moi, s'il devait n'y en avoir qu'une d'étape indispensable, ce serait vraiment celle-là. Le pré-lancement, c'est vraiment la partie qui précède le lancement où tu vas préparer ton audience à la sortie de ton programme. Et quand je dis ça, c'est pas forcément simplement faire du teasing, hein, ou voilà, J-5 avant la sortie de tel programme. C'est vraiment toute la phase d'évolution. Tu vas faire évoluer finalement ton prospect dans les différents niveaux de conscience de son problème et pour qu'il arrive au stade de vouloir le solutionner grâce à ton programme. Tu vois, et ça, c'est une phase qui est plus ou moins longue selon la température de ton audience. Hein, j'aime le dire. Si tu as une audience hyper engagée, pour qui tu es clairement positionné comme l'expert sur cette thématique, sur cette problématique, ça va être
plus facile. J'aime bien souvent comparer ça à une pièce que tu dois réchauffer, puisqu'on réchauffe notre audience à la sortie de notre programme pendant le pré-lancement. Si ta pièce elle est à 10 degrés, et ben évidemment là le préchauffage va devoir durer un peu plus longtemps. Maintenant, si voilà t'es pas loin du compte, et ben peut-être que ça te demandera beaucoup moins de temps. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cet effort de l'emmener dans cet état d'esprit où il se dit je suis prêt ou prête à investir dans ce programme parce que j'ai compris que j'avais tel problème, que je faisais telle erreur, que ce que je faisais jusqu'à maintenant en fait c'était contre-productif. Donc voilà vraiment pour moi l'étape incontournable. C'est vraiment le pré-lancement. Après, il n'y a pas une seule façon de lancer un programme parce que je sais qu'il y a tout ce débat masterclass, pas masterclass, challenge, pas challenge, live, préenregistré, etc. Pour moi, l'incontournable, le prérequis, c'est vraiment d'avoir le pré-lancement. Et ensuite, selon le type de personnalité qu'on a, selon le type d'audience qu'on a, le type de produit qu'on a, tu vois, ça va aussi quelque part dicter un petit peu comment est-ce qu'on va kickstarter un peu notre programme. Mais c'est vrai que notre lancement, pardon. Mais c'est vrai que classiquement, ça se passe très, très souvent par une masterclass de lancement où on va pouvoir pitcher notre programme en ligne et simultanément ouvrir les portes de notre programme pour un nombre de jours en particulier. J'adore cette comparaison que tu as donnée avec la pièce qui est hyper froide. Tu sais, c'est un peu présenter du poisson à quelqu'un qui ne mange pas de poisson. C'est un peu la même chose. Exact. Tu ne peux pas vendre un produit à quelqu'un qui n'a pas encore eu cet intérêt-là. Est-ce que tu penses, et au vu de ton expérience, et ce sera bien entendu que ton opinion, Mhm. que c'est également une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus d'échecs au niveau des lancements? Parce que c'est vrai que ben, on a eu l'apogée durant le Covid où là, ça a Mhm. explosé. Il y a même une entrepreneur qui a dit, je ne sais plus qui, mais du coup, ce n'est pas mes mots, quelqu'un qui a dit, ma formation se vendait comme des pop-corn. Donc, c'est abusé. Et c'est vrai que ben, le pendant Covid et le après, il y a quand même un énorme gap. Et il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui assument ne pas avoir atteint leurs objectifs, ne pas avoir vendu autant de formations qu'ils auraient aimé. Et on parle aussi très souvent d'évolution du marché. Toi, est-ce que tu penses que Mhm. le manquement justement de cette phase de pré-lancement peut être une cause justement d'un lancement qui ne fonctionne pas, ou il y a plein d'autres éléments qui le justifieraient? Alors absolument, pour moi, un lancement qui n'a pas été exécuté comme il l'aurait fallu, forcément, ça peut justifier d'un échec d'un lancement. Mais c'est vrai que plus le temps passe et plus on s'aperçoit que le marché a vraiment subi de grosses évolutions. Et franchement, ça va à la vitesse de la lumière. Je crois qu'il y a des marketeurs qui ont dit que les 3 dernières années, surtout dans le domaine de la formation en ligne, ils ont vu plus de changements qu'en 70 ans. Est-ce que tu réalises quand même la vitesse à laquelle les choses changent dans ce domaine? Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se formaliser, tu vois. Et puis je pense que c'est quand même l'entrepreneuriat d'échouer, de réussir, d'échouer, de réussir, même si je le dis, c'est facile à dire, tu vois. C'est forcément échouer un lancement, c'est très très difficile hein, qu'on se le dise parce que ben il y a tout le côté ben tout ce travail pour rien, mais oui, mais le chiffre d'affaires alors, tu vois, enfin, il y a quand même beaucoup d'implications. Maintenant, je crois qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe sur le marché. Les gens, en fait, ont tellement, comme tu disais, hein, pendant le Covid, c'était vraiment un boulevard parce que tout le monde était à la maison, tout le monde cherchait quelque chose à faire, cherchait quelque chose à quoi se raccrocher, en fait, voulait apprendre, voulait avoir quelque chose à faire de leur temps libre. Et en fait, c'était vraiment l'âge d'or, entre guillemets, pour ceux qui arrivaient sur le marché à ce moment-là. Maintenant, la formation en ligne n'a pas dit son dernier mot, n'a même pas encore touché l'apogée.
de la formation en ligne qui est prévue par Forbes, tu vois, en l'occurrence. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais j'aime beaucoup observer ce qui se passe sur le marché. Et puis, ben, j'ai aussi ce regard sur ce qui se passe sur le marché anglophone, où il y a vraiment le marché là-bas est quand même beaucoup plus mature par rapport à cette thématique. Et c'est vrai que ça nous donne un peu une vision de ce qui va se passer pour nous assez rapidement, parce que je trouve que le gap se resserre quand même, mine de rien. Mais tu vois, ça nous donne quand même quelques indications. Et c'est vrai que je crois que j'écoutais une entrepreneur, un podcast d'une entrepreneur qui parlait du Zoom fatigue. C'est vraiment la lassitude des Zooms de programmes en ligne en fait qui s'installent vraiment là-bas. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu vois, ça donne déjà quelques indications sur la manière dont on consomme nos programmes. Tu vois, le côté où avant, tu aurais été là, tu aurais marqué dans ton agenda, bon là j'ai le Q&A, etc. Aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup de gens te disent ouais, mais moi, je préfère regarder sur le replay multiplié pardon, par 1,5 pour aller plus vite, parce que je veux juste avoir le gist, comme on dit, l'essentiel, la moelle, et avoir la réponse à ma question, parce que j'ai plus le temps aujourd'hui, que la vie a repris, que voilà, on est à nouveau sur le lieu de travail, on a à nouveau une vie sociale, etc. J'ai plus autant de temps qu'avant. Et puis, qu'on se le dise, les gens ont acheté énormément de programmes qu'ils n'ont pas fini pour la plupart. Et en fait, aujourd'hui, il se passe quelque chose et je le vois, moi, quand je parle à mes abonnés, elles me disent, mais tu sais, moi, j'ai plus le temps d'acheter un gros programme, etc. Et je pense que en juillet dernier, déjà juillet 2022, j'avais fait un live là-dessus où je parlais de mon avis sur l'avenir de la formation en ligne, où je disais que finalement, je pense que plus ça va aller, plus on va avoir vraiment cette notion de je fais mon marché en fait. Tu Mm. vois, les gens ont toujours besoin de l'information, surtout aujourd'hui que post-Covid où on va dire que plus de 70% des contenus créés sur le web ont été créés après enfin, pendant la crise Covid et jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme. Ce qui veut dire que sur le marché, en fait, on a énormément d'informations et que là où c'est contre-productif, c'est que les gens ne savent plus finalement, bah, ils ont tellement de choix, en fait, ils ont besoin d'un chemin balisé. En soi, la formation en ligne reste pertinente aujourd'hui parce que les gens veulent un plan d'action, Ouais. les gens veulent un process de A à Z en mode je veux un raccourci, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Donc la formation en ligne est toujours pertinente en ça. Par contre, tu vois, les gens n'ont plus autant de temps à leur disposition, ils vont plus chercher le A à Z, ils vont peut-être chercher le A à B. Tu vois, moi je pense qu'on va vraiment partir là-dessus et c'est à nous en tant que créateurs, créatrices de programmes en ligne de vraiment plus travailler une méthodologie propriétaire globale, tu vois, où ça va être notre approche, et puis pouvoir la découper, tu vois, et la diffuser à nos prospects, à notre audience, pour que ces gens aient envie de s'approcher de nous, de notre écosystème, de notre solution globale. Et je pense que même le lancement va changer en ça. C'est-à-dire qu'on va beaucoup, alors je m'avance peut-être en disant ça, Marine, mais je pense que on va beaucoup voir beaucoup plus de back-end launches. Je sais pas trop comment l'appeler en français pour l'instant, tu vois, c'est encore un peu conceptuel dans ma tête, mais je pense que on va, on va devoir changer aussi notre manière de faire de l'acquisition, tu vois, parce qu'en 2023, je pense que même la consommation des réseaux sociaux ont changé, Ouais. tu vois. Je pense que c'est presque devenu une autre plateforme de nurturing, tu vois, de fidélisation, tout comme le podcast, tout comme le blog, la chaîne YouTube. Je pense que vraiment, c'est l'acquisition qui va devoir un peu bouger. Ouais. Et, euh, et c'est important du coup de pouvoir proposer même au sein de tes offres payantes, finalement, plusieurs niveaux d'accès à toi. Et on parlait tout à l'heure en off des communautés payantes. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment une place pour les communautés payantes dans notre suite d'offres, dans notre product suite, comme on dit en anglais, tu vois, vraiment pour que bah, les gens aient déjà ce taste, ce goût de ce que c'est que de goûter à ton expertise payante à moindre coût déjà, pour se dire est-ce que je continue. Et toi, de ton côté, de te dire quelle est la marche suivante de mon escalier d'offres pour cette personne.
Je Ouais. pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut peut-être repenser la manière dont on fait du business en ligne, surtout dans le domaine des programmes en ligne. Et, euh, et, et je pense que quand on aura atteint ça, tu vois, on pourra plus voir le lancement pareil, tu vois. Je pense vraiment, alors on est peut-être qu'au soubresaut de ce mouvement, mais je pense vraiment qu'on va aller vers ça. Mais c'est hyper Et intéressant parce que c'est vrai que, en fait, avec le temps, il y a tellement eu de programmes enregistrés, etc., et de lancements qui ont été faits que les gens sont rentrés dedans sans réellement savoir trop ce qui les attendait. Aujourd'hui, on est face à une audience qui est quand même hyper mature. Et mine de rien, mm, en fait, tu vois, exact. moi, je me rends vraiment compte de cette évolution, notamment, bah, je l'ai partagé avec toi. La semaine dernière, du coup, un sondage a été publié dans la Dot First Academy concernant, du coup, Mhm, l'objectif que les gens avaient derrière Instagram. Honnêtement, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, ne vous limitez pas à le je pense que. En entrepreneuriat, on ne mm. pense pas, on vérifie. Eh bien, Mhm, convaincue que les gens allaient me dire, on est sur Instagram pour vendre. Et plus de 60% des gens ont répondu pour créer une communauté. Parce que je pense qu'on a vraiment, tu vois, envie de faire partie d'un groupe, on a vraiment envie mhm, de se sentir un peu considéré. Et je trouve que le point de vue que tu as face aux formations est hyper, hyper, hyper intéressant parce que ça ne va en rien entacher les lancements ou les evergreens. Il va juste falloir le faire de manière différente. Euh, Est-ce que pour toi, un lancement qui aurait moins bien fonctionné, est-ce que c'est un problème au niveau du produit? Parce que c'est vrai que c'est le premier truc qu'on se dit, ça n'a pas marché, ma formation elle est nulle. Ou est-ce que ça n'a généralement rien à voir avec le produit et tout à voir du coup avec toute l'approche stratégique que la personne aurait pu avoir? Alors, moi je dis, il faut toujours vérifier, comme toi. C'est-à-dire que déjà, un programme qui va se vendre, c'est un programme qui répond à un vrai besoin. Donc, tu vois, en termes de market research, d'études de marché, voilà, il faut vraiment avoir fait le taf d'être allé parler à sa cible, savoir quels sont ses vrais besoins, comment est-ce que je peux créer le produit qui va taper dans le mille pour tous ces besoins-là. Maintenant, je pense que si tu arrives à vendre, c'est que oui, tu as quand même touché des points sensibles que les gens veulent solutionner, donc ça en soi, c'est bon signe. Maintenant, si on estime que c'est pas suffisant par rapport à nos objectifs, alors déjà, il faut regarder si c'était des objectifs réalisables par rapport à notre cible, par rapport à notre audience, parce que j'aime bien le dire, it's a numbers game, d'accord? Tu peux avoir une offre super, top, validé, qui a déjà fait ses preuves pour quelqu'un. Maintenant, si tu l'as pas mise en face de suffisamment de personnes, tu vois, et ben oui, forcément, ça peut impacter tes ventes. Est-ce que tu l'as lancé à un moment où tes prospects étaient attentifs ou peut-être que sur ton marché, il y avait un autre gros événement en face contre lequel tu pouvais pas concurrencer et qui t'a quelque part un peu fait de l'ombre. Tu vois, il y a plein de subtilités, donc il faut aussi bien choisir son moment, mais surtout, il faut surtout se dire, est-ce que j'ai fait mon travail d'attirer les leads comme il faut. Tu vois, là, les auditeurs verront pas, mais moi, je travaille beaucoup sur l'idée de méthodologie propriétaire, tu vois, avec plusieurs étapes. Moi, je crois vraiment qu'il faut vraiment planifier, attirer, positionner, captiver et convertir. Tu vois, c'est mon approche vraiment pour un lancement qui va rencontrer du succès. Il y a bien sûr la phase de planification stratégique, d'accord? Est-ce que c'est le bon moment pour moi, pour mon audience? Est-ce que mon audience est à ce stade de maturité là pour recevoir mon produit? Attirer toute la partie acquisition dont on parlait, qui est en train d'évoluer, mine de rien, tu vois, avec cette réflexion que tu te faisais sur Instagram par rapport au sondage que tu envoyais à ton audience. Est-ce que maintenant on est en 2023, il y a plein de manières de faire de l'acquisition. Il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que poster sur Instagram, tu vois, il y a énormément de choses. C'est pas des gros mots, tu vois. Tu vois, je pense notamment
à la publicité payante, tu vois, mais il n'y a pas que ça. Il y a les collaborations, il y a les gros événements générateurs de leads, il y a énormément de choses à faire, tu vois. Je pense que nous, on se met dans un carcan parce qu'on voit tel influenceur du marché de voilà, telle niche, etc. Ben, faire comme ça, ben, on se dit, ben, c'est ça qu'il faut faire. Il y a plein de manières de se placer devant les yeux de nos clients idéaux, en fait, et pas seulement une seule manière. Et ensuite, la partie captiver son audience, parce que c'est là, en fait, on parlait de ce fameux pré-lancement tout à l'heure, et ben ça, il faut aussi bien le négocier pour que quand j'arrive avec mon produit, il soit pas surpris en se disant ouais non mais en fait non j'ai pas ce besoin-là à l'heure actuelle et tu vois je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas là à créer des besoins chez les gens si on arrive avec un produit c'est qu'on a vérifié que oui les gens ont besoin de ça on sait que notre programme a déjà transformé d'autres personnes et on est conscient en fait qu'ils en ont besoin peut-être même nous on voit en fait qu'ils en ont besoin ils le savent pas d'où tout l'intérêt de cette partie de pré-lancement qui va captiver notre audience et l'amener à changer de regard sur sa problématique et Mhm. sur le besoin de la solutionner. Tu as évoqué du coup, Donc voilà. le contenu au milieu de tout ça. Mhm. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses Oh oui. au niveau d'un lancement. Quelle est aujourd'hui la place du contenu dans un lancement qui soit en evergreen ou un lancement classique? Est-ce qu'il y a des pans ici qui sont très importants par rapport à la stratégie de contenu? Et quelle est sa place aujourd'hui au milieu de tout ça? Parce qu'on n'arrive pas, comme tu le disais, en fait, on n'arrive pas avec notre offre devant une personne. Il y a le réchauffage d'audience, etc. Quelle est la place du coup au milieu de tout ça du contenu? C'est central, franchement c'est central parce que même, tu vois, quand tu parles de, par exemple, d'attirer, de faire de l'acquisition, eh ben, il faut que la personne, elle sente que bah, ton message résonne avec elle, tu vas déjà arriver, créer du lien, vraiment qu'elle se dise, tu es la personne la plus indiquée pour l'amener à cette transformation. Et on en parlait, nous, déjà en off, mais c'est vrai que les gens aujourd'hui, il y a tellement de gens qui créent du contenu. C'est vraiment Instagram, par exemple, pour moi, c'est une caisse de résonance. Franchement, c'est un peu affolant d'arriver là-dessus parce que tout le monde se répète. Et voilà, il y a aucune originalité. Et du coup, j'ai remarqué, moi, qu'aujourd'hui, il y a peut-être 4 comptes que je suis et que je suis vraiment parce que c'est des gens qui ont une unicité, qui ne sont pas comme les autres. Et en fait, ça, c'est très important dans la phase d'attraction, tu vois. Parce que finalement, tu dois aller raisonner chez quelqu'un avec ton message. Et ton message, il passe par ben, le contenu que tu vas sortir, le rendez-vous que tu crées, que ce soit sur ta plateforme de contenu Evergreen, donc le podcast, la chaîne YouTube ou le blog, ou les réseaux sociaux, tu vois, tu vas pouvoir ben, te positionner en fait. Et le positionnement est central. Et comment tu te positionnes par ton messaging, ton contenu, tu vois. Donc c'est clairement central. Et là où vraiment où ça prend vraiment, c'est le point d'orgue pour moi, c'est pendant le pré-lancement. Parce que tu vas devoir communiquer avec stratégie, tu vois, tout en continuant à montrer que l'expert c'est toi, que tu es le. Alors ça fait un peu, ça fait un peu grand Manitou comme ça, mais que tu es le guide, l'expert qu'ils doivent suivre en fait pour pouvoir atteindre leur transformation désirée. Tu vois? Donc là, on est dans la phase de captivation, mais dans la phase de conversion, le contenu est tout aussi important parce qu'on va venir et on va vraiment étendre vraiment cette invitation, tu vois, je pense notamment à la masterclass, mais tu vois, là on est vraiment dans la partie pitch, c'est vrai que c'est toute la, comme j'aime le dire, le heavy lifting, tu vois, c'est le contenu que tu auras créé ou recyclé, hein, moi je suis pour le recyclage en pré-lancement particulièrement, bah, ce contenu-là aura soulevé de la fonte pour toi, en fait, pour te positionner, pour attirer, pour positionner et captiver ton audience jusqu'à cette phase de conversion. Ouais. Et est-ce que du coup, parce que là, on se pose comme expert et on crée réellement du contenu pour après, par la suite, réussir à vendre. Là, on est vraiment Mhm, lancement, mais en evergreen, du coup, parce que en fait, l'evergreen, c'est dispo toute l'année. Et là, il n'y a pas d'urgence, mhm, il n'y a pas de point ici de contact réel avec la personne où tu vas créer un énorme événement avec une mhm, masterclass, etc. Là, c'est limite.
un produit qui va dormir un peu de son côté et dès que on va créer le bon contenu, la personne va se souvenir de nous. Est-ce que dans cette stratégie-là, le contenu a d'autant plus d'importance si on veut vendre ou est-ce que c'est quand même assez équivalent parce que bah, dans une stratégie de lancement classique, il faudra à la limite créer autant de contenu? Pour moi, c'est assez équivalent dans le sens où en evergreen, d'autant plus, la personne a besoin de se dire l'expert, c'est telle personne, tu vois. Donc pour moi, parce qu'en fait, tu as moins le sentiment d'urgence et tu priorises moins l'idée d'investir dans ce programme. Alors là encore, ça va commencer à changer, hein, mais pour le moment, on va dire que l'evergreen, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que il n'y a pas ce côté priorisation, il n'y a pas ce côté time sensitive. Donc, tu vois, on n'est pas. Ouais, on priorise pas. Par exemple, si je te dis, c'est quoi le dernier programme en Evergreen que tu as acheté? Est-ce que tu t'en souviens? Ou alors, si je te dis, c'est quoi le dernier programme lancé que tu as acheté? Est-ce que tu t'en souviens? Tu vas plus facilement penser à ce qui était vendu dans le cadre d'un lancement, tu vois? Parce que, ben, il a fallu que tu te poses, tu te dises, non, bah là, c'est telle date, je sais qu'il faut que je me prépare, que je priorise, par exemple, si c'est un très high ticket, ben, voilà, que je priorise mon entrée dans le programme, donc voilà. Alors que l'Evergreen, tu te dis, bon, non, mais j'attends d'abord le programme qui va être lancé parce que je sais que j'en ai besoin, après, je pourrai plus. Eh ben, tu vas prioriser ce programme-là. L'Evergreen, c'est là toute l'année. Donc, tu vois, tu as un peu moins cette urgence de dire que ben, je vais solutionner cette problématique-là le plus vite possible. Tu vois. Donc, c'est vrai que pour moi, le contenu, dans ce cas, est important ben, presque d'autant plus parce que finalement, tu dois te dire, je dois sans arrêt apparaître comme l'experte dans cette thématique et sans arrêt être positionné comme bah, guide, positionner mon produit, tu vois. Et c'est presque, j'ai envie de dire presque plus obligé, tu vois. Donc, franchement, dans les deux cas, je te dirais que le contenu est important. Et tout, surtout que ben, de base, c'est un business en ligne, c'est un business ben, d'information. Tu vois, donc pour moi, le contenu est primordial. Tu vois, c'est pour ça aussi que, tu vois, moi, je prêche beaucoup la stratégie de contenu evergreen quand je travaille avec mes clientes. L'importance d'avoir une plateforme où tu diffuses de façon non limitée ton expertise. Parce que pour moi, faire juste des carousels, oui, ça peut marcher. Mais par contre, ben, ton contenu, ton expertise a besoin d'une plateforme en fait, où s'exprimer, où les gens peuvent venir consommer presque sans modération finalement tout ce que tu sais, tout le savoir-faire que tu as et que tu peux leur apporter dans tes programmes payants, tu vois. Et clairement, euh, moi, c'est ce que je demande à mes clientes. Est-ce que tu es prête à investir dans une plateforme de contenu evergreen? En tout cas, moi, c'est dans ma façon de travailler, tu vois. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, pour moi, c'est primordial. Et est-ce que le fait de justement choisir un lancement classique, c'est renoncer à l'evergreen? Est-ce que si on en choisit un, on ne peut pas choisir l'autre? Ou est-ce que au final, les deux fonctionnent assez bien, limite? Alors, tout dépend. Je vais quand même repositionner un peu cette question parce que, en fait, ça dépend de ton stade d'avancée, j'ai envie de dire. Si c'est ton premier programme phare, etc., que c'est le pilier de tes revenus, j'ai envie de te dire, lance. D'accord? Parce que j'aime bien dire ça, un lancement, ça te met sur la carte, hein, comme on dit en anglais, it puts you on the map. Tu vois, ça te met sur la carte. Tu arrives, tu fais un grand événement, tu fais du bruit. En fait, il y a tout un momentum qui se crée autour de la sortie de ton programme. Et si je te dis, dis-moi quelqu'un qui a fait un lancement récemment et dis-moi quelqu'un qui va en evergreen, tu vas penser à qui plus facilement? Encore une fois, on revient à cette personne qui a lancé parce qu'elle a fait tout un événement. Il y a eu cette phase de pré-lancement, d'invitation. Elle a peut-être une liste d'attente qu'elle a hypée jusqu'au jour J. Je dis pas que c'est une obligation, mais voilà, c'est une des stratégies pour voilà, continuer à contribuer au momentum. Tu vois, il y a eu la masterclass ou le challenge, il y a eu un événement communautaire, il y a eu du live, même si c'est pas obligatoire, mais quand même,
ça participe finalement au momentum. Et en fait, si toi, tu arrives et que sur ton marché, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais t'es personne, tu vois, c'est important de passer par le lancement. Maintenant, tu arrives, tu veux vendre direct en evergreen, je te dirais, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que, un, il y a une concurrence qui est rude, d'autres gens autour de toi qui vont lancer, et eux qui vont faire plus de bruit que toi. Et finalement, pour moi, un lancement, ça popularise ton produit. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui qui lancent des programmes qui sont ultra populaires, qui pourraient se vendre en evergreen, pourtant qui continuent à lancer. Tu vois, c'est des programmes qui pourraient se vendre toute l'année sans aucun problème, tellement les lancements précédents l'ont popularisé. Tu vois, et en fait, quand tu arrives avec un produit qui est tout nouveau comme ça, il n'y a pas à dire. Apple fait des lancements, tu vois. Hollywood fait des lancements. Les créateurs de parfums font des lancements, tu vois. Il y a une raison, tu vois. Et en fait, ça popularise ton programme. Et je conseille souvent de lancer plusieurs fois avant de passer en evergreen. Maintenant, on s'entend bien, c'est le produit un peu phare de ton business, etc. C'est pas un produit à 29 euros. Si c'est un low ticket, je te dire, c'est pas la peine de faire un gros launch comme si, voilà, tu vois, c'est pas ce qui va te rapporter ton bread and butter, comme on dit. Là, c'est une autre stratégie. Là, c'est presque de l'acquisition, j'ai envie de dire. Mais si c'est ton programme phare, etc., oui, lance. Surtout si tu es un micro-influenceur, tu vois, c'est pas, voilà, mais voilà, si tu es petit, entre guillemets, sur ton marché, fais un lancement, tu vois. Au contraire, un lancement, au-delà de vendre, ça te popularise, ça inspire confiance. Et puis quand tu lances, il n'y a pas seulement les gens que tu vises avec ce produit-là qui vont te voir. Il y a tout le reste. Tu vois, moi je sais que mes clientes, j'aime beaucoup quand elles s'en aperçoivent, c'est quand elles lancent et tout d'un coup elles me disent, mais tu sais, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit, ouais, mais moi je suis pas prête pour, enfin j'ai pas besoin de ce produit que tu lances, mais par contre je veux travailler au plus haut niveau avec toi. En fait, ça t'ouvre des possibilités, ça te rend visible, tu vois, et ça fait plein de choses à lancement, tu vois, c'est pour ça que pour moi c'est c'est super intéressant si tu démarre avec un produit, si c'est une nouvelle offre, voilà. Maintenant, l'evergreen, toujours dans le cas de cette personne-là, eh ben, au bout de deux, trois lancements où ta réputation, la réputation surtout de ce programme n'est plus à faire, tu peux tout à fait vendre en evergreen. Maintenant, je tiens à quand même apporter une nuance. Il y a, avec cette évolution du marché, je trouve que il va y avoir, je pense, un retour à l'evergreen. Mais attention, je pense que c'est vraiment dans des conditions particulières. Tu vois, par exemple, je pense que vraiment, si on est sur du low ticket, il n'y a pas de problème de vendre en evergreen. Surtout si ton audience, en fait, tu vois, il y a des gens qui te disent, ouais, lancer, ça sert à rien. Tu vois, ouais, un lancement, ça sert à rien. Et ils crachent dans la soupe comme ça alors qu'ils ont lancé, tu vois. Moi, ça me fait rire parce qu'en fait, aujourd'hui, s'ils peuvent se permettre de se passer d'un lancement, c'est parce qu'un lancement les a mis sur la carte. Ouais. Tu vois, et je trouve ça mais dingue, franchement. Le lancement les a mis sur la carte, a réchauffé leur audience, a contribué à ce que leur audience ait ce niveau de, tu vois, atteigne ce statut de hot audience, tu vois. Et aujourd'hui peuvent se permettre de faire des trucs beaucoup plus courts, beaucoup plus chill, beaucoup plus slow, comme on entend, tu vois. Mais ouais, mais c'est que pendant un long moment, t'as fait plusieurs lancements. C'est ça qui t'a conduit à ça, de cracher dans la soupe en se disant, ouais, ça sert à plus à rien de faire des lancements, etc. Laisse tomber, tu vois, non, c'est pas possible. Tu vois, les gens oublient juste qu'ils ont bénéficié de ces moments-là et que c'était pas du travail pour rien, tu vois. C'est intéressant. Donc, Généralement, quand on pense à lancement, on se dit juste, je vais vendre ce programme et je vais vendre et je vais avoir des clients. Mais en fait, c'est hyper intéressant la manière dont tu vois la chose parce que c'est quelque chose que j'avais jamais considéré en toute honnêteté. En fait, tu gagnes tellement en visibilité qu'en fait, c'est ça, tu rentres dans le game, dans la map, et les gens commencent à te connaître, les gens commencent à te reconnaître, à te voir, et même si à l'instant T, ils ne vont pas probablement acheter, au moins ils auront entendu parler de toi. Alors qu'en Evergreen, c'est vrai que exact. enfin, entendre parler de soi comme ça en Evergreen,
c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont peur du lancement parce qu'ils se disent je mets en péril mes finances, mon chiffre d'affaires, et c'est vrai. On peut se dire que mais je peux pas jouer tout le chiffre d'affaires de mon entreprise que sur des lancements, c'est trop incertain. Je pense que c'est là aussi qu'il faut vraiment avoir une vraie stratégie à 360 degrés pour diversifier finalement ses sources de revenus et ne pas juste se baser que sur les revenus d'un lancement pour faire tourner sa boîte. Et je pense que c'est du bon sens aujourd'hui de se dire, mais comment est-ce que je peux faire entrer du CA euh, ailleurs que sur des lancements? Et il y a plein de choses pour ça. Je pense que bah, on est expert, mais on peut aussi offrir du consulting, on peut aussi faire des programmes de groupe, on peut vendre des petits outils en evergreen, on peut vendre un accès à abonnement à des programmes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et en fait, tout est une question de stratégie. Tu vois, et c'est ce que moi je travaille avec les clientes de Strategize. Tu vois, et en vrai, on est là pour construire un écosystème. C'est pour ça que, tu vois, j'ai choisi le nom de La vie en evergreen. Tu vois, je veux vraiment que, tu vois, l'evergreen, c'est quoi? C'est un arbre qui reste vert toute l'année. Et c'est vraiment l'idée que j'avais derrière ben, ce nom de marque, en fait, de me dire que je veux que mes clientes, elles voient la vie, pas en rose, mais en evergreen, qu'elles aient toujours des feuilles, tu vois, sur leurs arbres toute l'année et se dire je manque de rien, j'ai quand même un business qui sert mes objectifs de vie et le lifestyle que je veux avoir. Ça peut être plus de temps pour mes proches, si t'aimes voyager, c'est aller en voyage encore plus, enfin vraiment kiffer la vraie vie en fait, tu vois, et en profiter. Oui, il y Tu a un vois, vrai donc écosystème que tu peux créer bien au-delà des lancements et bien au-delà de l'Evergreen également, tu vois, de pas mettre tout en péril et toute ta vie et de continuer, bah, par exemple, tes prestations de service ou ton consulting ou même des coachings de groupe si vous avez envie de faire des coachings. Enfin, il y a plein de possibilités ici qui s'offrent à vous, en fait. Et il n'y a pas exactement. une méthode de faire et se mettre des œillères et ne pas regarder. Effectivement, oui, ça demande un petit peu plus de travail, c'est vrai. Mais de là, justement, à créer cet écosystème, comme tu dis, evergreen, où tout va toujours pour le mieux, ça prend du temps. Et Rome ne s'est pas construit. Exactement. Exactement. Et puis même soigner ses tunnels de vente, franchement, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Pour ceux qui, justement, sont un peu perdus face à ce type Mhm. de stratégie, face à ce type d'approche, mais qui ont un programme ou qui ne se vend pas, ou qui ont envie de se lancer également, toi, c'est vrai que du coup, tu aides les entrepreneurs à faire ce bout de chemin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton approche et de comment tu aides aujourd'hui les gens à vendre leur programme en ligne? Absolument. Alors moi, je prône vraiment ce passage par le lancement, même si c'est amené à évoluer. C'est-à-dire que là où avant on allait faire le live launch orchestré, comme je l'entends parfois à l'américaine, en grande pompe, etc. C'est sûr que le lancement va évoluer, mais le lancement est là encore pour rester, pour durer. Il va juste un peu évoluer. Et je parlais tout à l'heure de front-end, back-end launches, tu vois, je pense que vraiment on va aller vers ça. Euh, et quand même associé à de l'evergreen, mais à différents niveaux, tu vois. Je finis juste là-dessus, ensuite je réponds à ta question, mais je pense que l'evergreen, il y a aussi une question de hot audience, comme on parlait tout à l'heure, et aussi de pricing, tu vois. Il y a des choses qu'on va pouvoir vendre plus facilement en evergreen, et il y a des choses par lesquelles il va falloir faire un chemin un peu différent, passer par du lancement pour ramener les gens vers peut-être une solution beaucoup plus signature. Je pense qu'à l'avenir, c'est ce qui va se passer. Les gens vont évoluer finalement dans notre suite d'offres vers notre programme signature qui, lui, pourrait se vendre un peu plus tard en evergreen, tu vois. Je pense vraiment qu'on va vers ça. Et comment moi j'aide mes clientes à vivre de leur business de programme en ligne. J'ai plusieurs offres pour ça. Donc j'ai Strategize qui est mon plus haut niveau de collaboration, plus haut niveau de one-one, on va dire. C'est pour vraiment pour les entrepreneurs beaucoup plus avancés qui veulent avoir une stratégie à 360 degrés sur ben, comment est-ce qu'ils marketent leurs produits, comment est-ce qu'ils font rentrer plus de gens dans leur programme signature et qui sont prêts à intégrer de la stratégie evergreen dans leur programme, dans leur business, pardon. Donc ça, c'est plus un mentoring sur 4 mois.
Ensuite, il y a Launch Queens, qui est un programme de groupe qui, pour l'instant, ouvre et ferme. Donc voilà, il reviendra en fin d'année de cette année. Mais pareil, là, je pense pas mal à l'Evergreen parce que j'ai quand même pas mal de demandes entre-temps et c'est un peu frustrant et je comprends parce que ben, je travaille avec des entrepreneurs. Donc pareil, je disais tout à l'heure qu'il faut savoir ben, à qui on s'adresse. Et ça aussi, c'est déterminant hein, pour choisir notre mode de vente. Donc, tu vois, j'y pense finalement. Et donc ça revient en deuxième partie d'année. Et très bientôt, je sors un membership qui, je pense, sera un peu la maison mère. Si tu veux entrer dans mon univers et tu as envie de savoir comment je travaille, je pense que ça va être l'endroit où il faudra être. Ça va s'appeler le Launch Lab. Mais c'est vraiment pour moi ma communauté privée avec laquelle ben, je vais pouvoir échanger sur des Q&A parce que je sais qu'un lancement, c'est plein de, comme on dit, de moving pieces, des microparticules qui bougent et on a sans arrêt une question, on est sans arrêt bloqué par des choses et c'est quelque chose qui sera ouvert à tout niveau de créateurs, créatrices de formation en ligne parce que l'objectif c'est de se rencontrer une fois par mois, répondre à toutes les questions et aussi avoir accès à une masterclass stratégique pour son business de formation en ligne. Donc chaque mois, ça va être un peu les rendez-vous incontournables. Donc c'est vraiment pour moi, si tu veux découvrir comment je travaille, c'est vraiment le step one. Ça va être ça et ça sort très bientôt. Donc je vous invite à venir découvrir ça. Et sinon, si vous avez des besoins un peu plus avancés, il y a toujours moyen de prendre un appel découverte. Je te communiquerai le lien. Ouais. Ça sera plus simple. Je vais tout mettre juste en dessous de cet épisode de podcast, comme ça vous aurez tous les liens de votre côté, vous pourrez découvrir tout l'univers de Julie. Merci beaucoup, vraiment, pour ton temps. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'accueillir dans la But First Academy et je te dis du coup à très bientôt.